dans cette vidéo, on va montrer que les sous-groupes finis de k étoile fois sont cycliques. C'est un résultat qui est assez fort et on se dit que c'est pas tout à fait absurde puisque k étoile c'est un groupe qui est déjà commutatif. Et donc on va passer par plusieurs étapes, ça va nous permettre d'établir quelques principes qui sont assez connus, qui sont assez utiles de manière générale. En fait, on va passer par une caractérisation. Cette caractérisation, c'est soit G fini. On va appeler oméga d l'ensemble des x de G tel que x puissance d est égal à E. Et on suppose que oméga d est toujours plus petit que d. Okay. Et dans ce cas-là, on a alors que G est cyclique. Ok. Alors, sur le temps, on va le montrer. Et ça, c'est un corollaire en fait assez facile, puisque une fois qu'on a ce résultat-là, bah, on a juste à remarquer que ça, c'est l'ensemble des racines du polynôme x puissance d moins 1k, ok, qui est le degré d. Donc forcément, il a au plus des racines puisqu'il est moins nul. Et donc nécessairement oméga d est bel et bien le cardinal plus petit que d, et donc on en déduit que G est cyclique. Donc on va montrer ça. Alors c'est un si et seulement si, c'est-à-dire que on a, si on a G qui est cyclique, on a oméga d qui est plus petit que d, mais ça c'est assez facile à vérifier. Alors déjà on va regarder d'où ça vient ce résultat. On va se demander, on va faire des petits exemples et on va regarder qu'est-ce qui cloche, à quel moment on a que G est cyclique en fait. Alors déjà je vais introduire une notation, donc oméga d c'est le même que tout à l'heure. Taux d c'est son cardinal. Ok, et ensuite je vais introduire si G de d, c'est l'ensemble des éléments de G qui sont d'ordre d. Exactement. Donc eux, ils sont en particulier dans oméga d. Okay. Voilà. Et donc ce qu'on va montrer, c'est que si on appelle n le cardinal de G, on va montrer que si G de n est plus grand que 0. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que taux d, c'est parce que oméga d, on peut le réécrire comme une union disjointe d'éléments d'ordre L, avec L un diviseur de d. Donc, taux d, c'est l'ensemble, c'est la somme des xig de L. Ok? Donc on a une relation comme ça sur xig, on aimerait bien inverser cette relation. Mais donc on voit que si on arrive à inverser cette relation, les conditions qu'on aura sur taux d, qui est plus petit que d, vont se transformer en des conditions sur xig, ok. Et la deuxième chose à voir, c'est que n, quand on prend un élément dans G, il est forcément d'ordre d avec d un diviseur, donc n va être égal à la somme des xig de d, avec d divisant n. Ok. Et donc ce qu'on va avoir, comme je l'ai dit, c'est que la condition sur taux d va se transformer en une condition sur xig, qui sera plus petit que quelque chose, et à la fin, quand je somme tous les xig, je dois obtenir n. Donc si, par exemple, j'isole le dernier, et que par l'absurde je le suppose nul, bah, il va se passer que cette somme, elle va certainement être strictement plus petite que n. Elle ne va pas être assez grande, et donc ça ne va pas fonctionner. Alors on va faire un exemple rapide, juste pour bien voir. Si on a n égale à 4, donc oméga 4, c'est égal à 6G de 4 plus 6G de 2 plus 6G de 1. Ok? Et c'est égal à l'ensemble tout entier 4. Ok? Et oméga 2, c'est 6G de 2 plus 1. Par définition, par hypothèse, c'est plus petit que 2. Donc on va voir que xig de 2, c'est plus petit que 1.
Et donc, cette somme ici, là, elle est plus petite que 2. Et donc là, on se rend compte, bah, effectivement, si ça, c'est égal à 0, et que je somme un truc qui est au plus égal à 2, je ne pourrai jamais atteindre 4. Voilà. Alors ça, c'est le petit exemple. Après, on peut prendre des n, on peut se dire, bah, on va essayer de généraliser, on va prendre n premier. On montre assez facilement. Ensuite, on prend n de la forme de puissance alpha. On peut le montrer également. Mais là où ça devient plus difficile, c'est quand on prend n et m premiers entre eux et qu'on essaie de le montrer. Parce qu'au début, j'étais parti sur une preuve comme ça, en me disant, bah tiens, je vais le prouver sur, petit à petit sur des cas de plus en plus complexes, et à chaque fois, je réassemble les morceaux, je retourne sur mes tables. Mais on va vraiment utiliser le fait qu'on a une relation comme ça. Ok. Donc on va partir de cette relation, et comme j'ai dit tout à l'heure, cette relation qui prend des xig en entrée et qui ressort taux d à la fin, on va essayer de l'inverser pour obtenir xig en fonction des taux d. Donc ça, si on va écrire, c'est 1 produit de convolution avec xig évalué en d. Donc ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça fait appel à pas mal de notions qui peuvent être utiles. Le produit de convolution, ça en fait partie. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a le produit de convolution, on peut prouver que c'est une loi associative et on peut essayer de retrouver son inverse, enfin son élément d'autre et l'inverse de la fonction 1. Mais ce qu'on sait, c'est que du coup, si on arrive à inverser cette relation, si on arrive à inverser ce produit de convolution là, on pourra exprimer xig. Et ça s'appelle la formule d'inversion de Mobius. Voilà. La formule d'inversion de Mobius, ça va nous produire ça. En fait, il suffit juste de évaluer, enfin de multiplier par le produit de convolution par la fonction de Mobius de chaque côté. Et ensuite, une fois qu'on a bien prouvé que le produit de convolution est associatif, etc., il se comporte bien, et que c'est l'inverse de la fonction 1, au sens du produit de convolution, on obtient bien cette formule-là. À noter que donc, taux ici, je le vois comme une fonction qui a d associe taux d. Quoi. Okay. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est que xig est plus petit que phi de d. Alors pourquoi xig est plus petit que phi de d? Parce qu'en fait, on sent que phi de d, c'est maximal, c'est-à-dire ça correspond un peu au cas maximal. Pourquoi? En fait, si on fait la réciproque, si on suppose que G est cyclique et qu'on essaie d'en déduire que ce cardinal de cet ensemble est plus petit que D, on se rend compte en fait que si G de D, c'est égal à phi de D. C'est assez facile à prouver. Et donc, on va essayer de montrer cette chose. Et une fois qu'on aura montré cette chose, on aura nécessairement que la somme sur D divisant N de D strictement plus petit que N et xig de D est plus petite que la somme de D divisant N de D strictement plus petit que N des phi de D. Ok. Et ça, c'est strictement, enfin c'est égal à N moins phi de N, ce qui est strictement plus petit que N. Donc ça nous prouve que la somme des xig de D, si je prends tous les diviseurs sauf N, c'est strictement plus petit que N. Et comme je l'ai dit au début, quand on somme tous les xig de D, on est censé tomber sur N. Donc ça veut dire que xig de N est non nul. Donc si on a montré ça, on a montré l'exercice. Ok, donc on va réécrire cette équation. Donc ça veut dire que c'est la somme pour L divisant D des mu de L sur D taux de L. Ok? Cette équation-là. Alors on peut être tenté de majorer un peu brutalement la valeur absolue, puis ensuite le faire entrer, et ensuite on majore la fonction de Mobius par 1. Le problème, c'est que si on fait ça, on va obtenir quoi? On va obtenir la somme des taux de L. On va ensuite majorer taux L, pardon, c'est taux L ici. On va majorer taux L par L, et on va juste obtenir la somme des diviseurs de D. Et ça, a priori, c'est pas du tout plus petit que phi de D. C'est vraiment, ça peut exploser très très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever tous les cas où ça vaut 0. Parce qu'on sait que ça vaut 0, la fonction de Mobius, quand L sur D est divisible par un carré parfait. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a envie de décomposer D en produit de facteur premier.
Et ensuite, les diviseurs L de D ils vont être très faciles à caractériser. Si G de D. Ok, donc les diviseurs, ils sont de la forme P1 puissance K1 jusqu'à PR puissance KR. Et donc on va éliminer tous les cas où là on a un carré. Donc pour éliminer tous les cas où on a un carré, en fait il suffit juste de regarder est-ce que alpha 1 moins K1 est plus grand ou égal à 2. Autrement dit, si K1 est plus petit ou égal à alpha 1 moins 2. Donc en fait, cette somme, elle va valoir quasiment tout le temps 0, à part quand on commence K1 à alpha 1 moins 1, jusqu'à KR à alpha R moins 1. Ok. Et là, donc, on est assez content parce qu'on a enlevé tous les éléments, toutes les fois où on a un carré, parce que cette mobius va valoir 0. Donc ensuite, elle va valoir soit 1, soit moins 1. Mais là, on va essayer de majorer, on va se dire, bah, cette fois-ci, je réessaye, je retente de majorer. Sinon, si ça passe pas, on essaiera d'être plus fin, mais on va déjà tenter. Donc je vais mettre une valeur absolue. De toute façon, ça c'est positif, donc voilà. Hein. Et je vais mettre une valeur absolue là aussi. Donc là, je vais majorer la fonction de Mobius par 1, et puis ensuite, je vais utiliser mon hypothèse qui me dit que ça c'est plus petit que P1 puissance K1 jusqu'à PR puissance KR. Ok. Et ensuite ça, je le calcule, donc je peux séparer chaque somme. Ça va me faire P1 puissance alpha 1 moins 1, P1 moins 1, PR puissance alpha R moins 1, PR moins 1. Et là je reconnais phi de D. Donc conclusion, on a montré que xi g de D c'était plus petit que phi de D. Et donc comme j'ai dit par l'argument d'avant, on a nécessairement que xi g de n est non nul, et donc que G est cyclique. Et ça nous permet de montrer que si on a un sous-groupe fini de k étoiles fois, il est nécessairement cyclique.